Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents pour ce webinaire qui va traiter d'un sujet qui vous préoccupe tous, de par sa complexité. Je veux parler de l'activité partielle, qui est plus communément connue sous le nom de chômage partiel. Comme vous le savez, nous avons connu le 15 mars dernier un arrêt brutal de l'activité économique française, mais pas uniquement, même mondiale. C'est une situation inédite dont nous ne connaissons malheureusement ni les modalités ni le terme. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir tenir. Et pour tenir, va falloir préserver non seulement votre trésorerie, mais également vos salariés, parce que quand l'activité repartira, il va falloir que vous puissiez compter sur ces deux critères. C'est pourquoi nous avons décidé au sein de Fiducial de vous proposer deux webinaires. Donc, le premier va aborder l'activité partielle dans sa globalité et le second webinaire, en fait, va traiter de la trésorerie. Et d'ailleurs, vous pourrez le retrouver, ce webinaire, sur notre chaîne YouTube. Donc, nous allons être deux intervenants pour vous présenter ce webinaire sur l'activité partielle. Donc, Maître Antoine Montant, qui est avocat et directeur du département droit social au sein de Fiducial, et moi-même, Stéphanie Pizzuti, je suis expert comptable à la direction des relations extérieures. Donc, ce webinaire va se dérouler autour de 9 grands thèmes. Le premier, on va voir quelles entreprises peuvent continuer à exercer leur activité. Ensuite, on verra quand est-ce qu'on peut recourir à l'activité partielle. Nous verrons les bénéficiaires tant du côté des salariés que du côté des dirigeants. Nous verrons les démarches que vous avez à accomplir vis-à-vis de vos salariés en tant qu'employeur. On abordera l'indemnisation de vos salariés et aussi la partie des congés, parce que vous êtes nombreux à vous poser des questions par rapport à ces congés. Nous verrons comment vont être indemnisées en fait les entreprises. Ensuite, on abordera les démarches et les délais, donc les démarches que vous allez devoir accomplir et les délais que vous avez pour les accomplir. Dans notre partie, pour aller plus loin, en fait, on s'est rendu compte que vous aviez beaucoup de questions, d'interrogations sur tout ce qui est arrêt de travail dérogatoire, notamment pour la garde d'enfants, et comment ça s'articule autour du chômage partiel. Donc, on va aborder ces points-là. Et enfin, on vous donnera quelques préconisations. Alors, pour commencer, quelles entreprises peuvent continuer à exercer leur activité ? Donc, comme vous avez pu le constater, le 14 mars 2020, un arrêté ministériel qui a d'ailleurs été complété par un nouvel arrêté en date du 15 mars 2020 a décidé la fermeture des établissements qui recevaient du public. Cette période de fermeture, pour l'instant, va du 15 mars au 15 avril 2020. Bon, vous n'êtes pas sans vous en douter qu'il risque d'y avoir des prolongations au vu de la prolongation du confinement. Donc, le gouvernement, en fait, a divisé en 8 catégories ces établissements qui n'avaient plus le droit de recevoir du public et dont, malheureusement, vous faites partie, notamment les catégories les plus communes, on va dire. Ce sont les catégories M de magasins de vente et de centres commerciaux et les catégories N de restaurants et débits de boissons. Et donc, en gros, l'ensemble des établissements de ces catégories seuls peuvent rester ouverts, maintenir une activité. Ce sont ceux qui proposent des activités de vente à emporter et de livraison dont, malheureusement, vous ne faites pas partie. Quand est-ce que l'on peut recourir à l'activité partielle ? Donc, en fait, il y a 2 cas. On peut recourir à l'activité partielle quand on fait l'objet d'une fermeture imposée de l'entreprise, ce qui est votre cas. Donc, je vous ai mis la deuxième cause possible parce que c'est toujours bien à titre de culture générale et surtout
Si jamais l'activité repart progressivement, vous serez peut-être dans ce deuxième cas a posteriori. Donc, le deuxième cas pour recourir à l'activité partielle, c'est si on enregistre une réduction d'activité totale ou partielle. Pourquoi? Parce que, en gros, les clientes seront peut-être pas là demain quand l'activité reprendra. Et du coup, pas besoin d'être à plein temps. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Antoine, sur ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'actuellement, bien évidemment, donc vous êtes soumis à cette fermeture hein, depuis le 15 mars, mais il faut aussi envisager la reprise qui, on l'espère, arrivera rapidement dans les semaines à venir ou dans le courant du mois prochain. Malgré tout, l'activité, elle, ne va pas forcément reprendre euh, tout de suite. Donc, en tout cas, elle reprendra progressivement et l'activité partielle sera encore un dispositif qui vous permettra cette reprise progressive. Alors, je vous ai mis un petit graphe que le gouvernement a sorti parce que je trouve qu'il est très très bien fait et très très clair, qui vous permet de voir en fait à quel moment vous êtes éligible ou pas à l'activité partielle. Donc là aussi, c'est aussi par culture générale en fait. Et puis si jamais vous avez des amis, des voisins, des parents qui ont une activité qui, contrairement à vous, n'a pas fait l'objet d'une fermeture imposée, ils peuvent peut-être se poser des questions et vous pourrez les aider. Vous concernant, donc on part de la première question, est-ce que l'employeur est dans un secteur de l'arrêté de fermeture? Vous, c'est oui. Du coup, comme vous pouvez le voir, vous êtes éligible à l'activité partielle. Concernant les bénéficiaires au niveau des salariés, il faut savoir que du coup, tous les salariés peuvent bénéficier du chômage partiel, quelle que soit la nature de leur contrat et leur ancienneté. Donc, les CDI, les CDD, les contrats saisonniers, ainsi de suite. Petite précision, si jamais vous aviez prévu d'embaucher un salarié pendant la période de confinement ou d'activité partielle, attention, ce salarié fait partie de votre effectif et du coup devra être déclaré en activité partielle avec vos autres salariés. Pareil, il y a eu un petit changement. Aujourd'hui, les salariés au forfait annuel heure ou jour peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle. Et enfin, les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, bien évidemment, peuvent être mis au chômage partiel. Concernant les bénéficiaires au niveau des dirigeants, alors là, malheureusement, on va raisonner dans l'autre sens. Aujourd'hui, ne sont pas éligibles à l'activité partielle, en fait, un peu tout le monde, hein. Donc, les travailleurs indépendants, les cadres dirigeants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas soumis à la législation sur le temps de travail. Les présidents de SAS, pourquoi? Pareil, parce que vous n'avez pas de vrai contrat de travail. Donc, en gros, à ce jour, seuls les salariés qui disposent d'un contrat de travail peuvent en bénéficier. Et d'ailleurs, j'attire votre attention, soyez très prudents pour les dirigeants qui cumulent mandat et contrat de travail, mais qui ne sont pas affiliés, du coup, qui ne cotisent pas à l'assurance chômage au titre de leur contrat de travail. Il y a très peu de chances que vous puissiez bénéficier des indemnités de chômage partiel. Pourquoi? Parce que l'allocation de chômage partiel, elle est cofinancée par l'État et l'UNEDIC. Donc, si vous ne cotisez pas, vous n'avez pas droit aux indemnités. Donc là, Antoine, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, alors en synthèse sur ces deux informations, à la fois les salariés et puis les dirigeants. Concernant les salariés, il ne faut pas oublier que le droit du travail n'est pas modifié, à savoir que si vous vous êtes engagé à embaucher quelqu'un pendant la crise, que cette embauche a été formalisée soit par une promesse, soit par un contrat, il n'est pas possible de revenir dessus, sauf à négocier avec le salarié. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant les dirigeants, là aussi, vu la taille de votre entreprise, en règle générale, le contrat de travail ne peut pas être caractérisé parce que vous n'êtes pas placé dans un lien de subordination avec la société. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas être considéré comme salarié au regard du droit du travail. Vous l'êtes peut-être au regard de la sécurité sociale, mais pas au regard du droit du travail. Par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier de l'activité partielle au sein de votre entreprise.
Concernant vos démarches vis-à-vis de vos salariés, alors il faut savoir que votre décision de mise au chômage partiel, elle va s'imposer aux salariés. Ils ne vont pas pouvoir refuser. Par contre, si vous avez des salariés protégés, il faut savoir que si jamais ils refusent, vous serez obligé de lui verser en fait la partie du salaire qu'il va perdre du fait de l'activité partielle. On le verra plus tard, en activité partielle, on ne touche pas 100% de son salaire. Petite précision, pendant que le salarié est au chômage partiel, son contrat n'est pas rompu, il existe toujours, il est simplement suspendu. Et soyez bien attentifs, vous devez vraiment respecter l'égalité des traitements de vos salariés. C'est-à-dire que tous les salariés qui occupent un même poste doivent être placés dans une situation identique. C'est très important, pas de critères discriminatoires. Concernant l'indemnisation des salariés, donc comment ça va se passer? Il faut savoir que vous devez verser l'indemnité de chômage partiel à vos salariés à la même date que celle où vous versiez habituellement les salaires. Donc, si vous aviez l'habitude de verser les salaires tous les 2 du mois, il va falloir que vous versiez, pareil, le 2 du mois, l'indemnité de chômage partiel. Donc, on s'est rendu compte que certaines entreprises rencontraient des difficultés parce que leur cabinet comptable ou leur comptable en interne avait du mal à établir les payes. Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'à ce moment-là, vous versez un acompte, donc je ne sais pas, de 75-80% du salaire net, et vous régulariserez plus tard quand les payes auront été établies. Mais surtout, pensez bien à au moins verser un acompte à la date habituelle du versement du salaire. Vous ne pouvez pas dire aux salariés qu'il attendent le mois prochain pour être payé. Oui, alors à ce sujet, cette obligation est particulièrement importante. Là aussi, l'état de crise sanitaire ne remet pas en cause cette obligation. Par conséquent, vous devez respecter à la date près le versement du salaire. Donc, comme le souligne Stéphanie, déjà le versement d'un acompte est primordial. Sinon, carrément, le salaire net que normalement vous estimez devoir aux salariés. Mais respectez bien cette obligation de verser à date fixe. Alors, concernant le montant de l'indemnité, en fait, elle correspond à 70% du salaire brut horaire par heure chômée. Alors, vous, c'est simple, vu que vous faites l'objet d'une fermeture, toutes les heures sont chômées, vu que personne ne peut travailler. Donc, en gros, ça sera 70% du salaire brut et ça correspond plus ou moins à 84% du salaire net. Pareil, faut savoir que l'indemnisation, elle est basée sur la durée légale du travail, soit 35 heures. Sauf si, évidemment, il y a eu un accord de branche conclu ou la convention collective prévoit autre chose. Ce qui veut dire qu'imaginons votre salarié habituellement, il fait 39 ou 40 heures, et malheureusement, il sera indemnisé que sur une base de 35 heures, ce qui va représenter une perte pour lui. Par contre, rien ne vous empêche de maintenir à 100% son salaire. Par contre, ça a un coût. Et pareil, les congés RTT et jours fériés ne sont pas éligibles à l'activité partielle. Donc là, Antoine, je pense que vous voulez un peu préciser mes dires. Alors, sur l'indemnisation des salariés, oui, parfois on peut considérer, en tout cas certains clients nous disent, mais j'ai un salarié qui finalement va toucher plus en activité partielle qu'au travail. Alors ça, ce n'est pas possible, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est l'employeur qui établit le bulletin de paye, ou son comptable, bien évidemment, sur la base de l'indemnisation activité partielle. Donc, cette indemnisation étant limitée à 70% du salaire brut, on ne peut pas se retrouver avec un bulletin de paye avec une rémunération supérieure. Par conséquent, le salarié touchera forcément moins. Bien évidemment, rien n'oblige aussi l'employeur à respecter strictement l'indemnisation de l'activité partielle. Vous pouvez, si, mettons, dans le contrat de travail, le salarié travaille habituellement 39 heures, vous pouvez également maintenir les heures supplémentaires. Mais attention, cela représente un coût qui ne sera pas compensé par l'État. Il
Faut savoir également que chaque salarié peut être indemnisé dans la limite de 1607 heures par an. Bon, espérons que ce quota ne soit pas atteint quand même, hein. Concernant les salariés qui sont au SMIC, comme on l'a vu précédemment, l'indemnité de chômage partiel, c'est 70% du salaire. Donc, 70% du SMIC, et il se retrouve avec une rémunération qui est inférieure au revenu minimal pour vivre. Donc, du coup, vous, en tant qu'employeur, vous allez être obligé de lui verser ce qu'on appelle une allocation complémentaire pour faire en sorte que son SMIC soit maintenu. Il faut savoir que ces indemnisations, elles sont exonérées de cotisations sociales et patronales, mais par contre, la CSG-CRDS reste due. Ces indemnisations sont également exonérées de taxes sur les salaires. Par contre, elles sont bien évidemment assujetties à l'impôt sur le revenu et du coup, le prélèvement à la source s'applique. Concernant la partie des congés, hein, puisque c'est une question qui vous préoccupe, faut savoir que l'activité partielle n'a pas d'impact sur l'acquisition des congés, donc le salarié continue à acquérir des congés comme s'il travaillait normalement. Par contre, l'ordonnance du 25 mars 2020 a modifié les règles relatives aux congés payés. Il faut savoir que dorénavant, l'employeur a la faculté d'imposer la prise de congé ou de modifier la date des congés qui étaient déjà posés, mais par contre, il va devoir respecter certaines conditions. Donc, il va falloir qu'il y ait un accord de branche ou d'entreprise qui a été conclu. Ça ne peut pas concerner plus de 6 jours ouvrables. Il faut que ça concerne des jours de congé acquis. Il y a quand même un délai de prévenance à respecter d'au moins 1 jour franc et surtout les jours imposés ne pourront pas l'être au-delà du 31 décembre 2020. Et du coup, j'attire votre attention, en l'absence d'accord, vous ne pourrez pas imposer aux salariés la prise de congé à moins de respecter le délai légal qui est d'1 mois, sauf évidemment si la convention collective prévoit des délais différents. Donc là, je pense qu'Antoine voulait préciser mes dires, hein. Oui, alors concernant les congés payés, il ne faut pas oublier que les règles de droit commun continuent de s'appliquer. Cette possibilité qui est offerte dans le temps de la crise, qui est d'imposer 6 jours maximum de congés payés aux salariés, ne l'est qu'en application soit d'un accord de branche, soit d'un accord d'entreprise. Donc, vérifiez bien l'actualité conventionnelle de votre branche. Par exemple, dans l'automobile, dorénavant, il est possible d'imposer ces 6 jours en application d'un accord de branche. Cela est également possible dans la métallurgie. Si en revanche, il n'existe pas d'accord de branche dans votre activité, vous pouvez, par accord d'entreprise, mais uniquement par accord d'entreprise, imposer ces 6 jours. Donc, un accord d'entreprise, c'est quoi? C'est obtenir l'accord de 2/3 des salariés pour appliquer cette modalité d'imposition des congés payés. Bien évidemment, l'avantage qui verront les salariés, c'est un maintien de salaire à 100%, le temps de ces 6 jours. Pour vous, bien évidemment aussi, il faut pouvoir disposer de la trésorerie pour verser cette indemnisation. Donc, attention, réfléchissez bien quand même avant l'application. Ne le faites pas les yeux fermés. Il faut vérifier d'abord les conditions d'ouverture de cette possibilité d'imposer les 6 jours de congés payés ouvrables. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'employeur, donc là, on est sur la partie indemnisation des entreprises, donc vous. Donc, il va falloir que vous fassiez rembourser ces indemnités de chômage partiel que vous avez versées à vos salariés. Donc, vous allez devoir adresser une demande d'indemnisation. Donc, je vous ai mis le site en dessous, activité-partielle.emploi.gouv.fr. Donc, votre demande se fait uniquement par voie dématérialisée et vous pouvez la faire dès le premier jour du mois suivant. Il faut savoir que aujourd'hui, le délai moyen de remboursement annoncé est de 10 à 12 jours. Sachez qu'au vu du nombre d'entreprises qui vont en faire la demande, peut-être que ces délais seront plus longs. On ne sait pas, mais voilà, ne vous affolez pas si jamais ça met un peu plus longtemps.
quelle allocation en fait l'État va vous verser. Donc là, on ne parle pas d'indemnisation, hein, d'indemnité des entreprises, on parle d'allocation à votre niveau. Donc, il faut savoir que l'allocation que le gouvernement va vous verser, déjà, elle ne peut pas être inférieure à 8,03 € par heure chômée. Alors, vous, dans votre cas, c'est toutes les heures qui sont chômées. Et que l'État prend en charge à 100% ces heures, mais dans la limite de 70% de 4,5 fois le SMIC. Alors, je m'explique. Si jamais vous avez des très hauts salaires, il faut savoir que 4,5 fois le SMIC, c'est 6 927 €. Si vous avez des très hauts salaires, donc imaginons que vous ayez un salarié à 8 000 € brut par mois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maintenir un salaire à 70% de 8 000 €. Eh bien, le gouvernement dit, moi, je vous rembourse que dans la limite de 4,5 fois le SMIC, donc je vous rembourse 70% de 6 927 €. Donc, la différence entre les 8 000 et les 6 927 € seront à votre charge. Pareil, si vous décidez de maintenir 100% de la rémunération de vos salariés, eh ben, le gouvernement, les 30%, eh ben, ça sera à votre charge également. Lui, il va plafonner à 70% de la rémunération. Pareil, vous devez remettre à votre salarié en fin de mois un document qui va indiquer le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués, les sommes versées. Alors, évidemment, ces mentions-là, elles peuvent très bien figurer sur le bulletin de paye. Et je vous ai mis, pareil, un petit lien. C'est un simulateur en ligne qui vous permet d'estimer le coût de cette activité partielle. Alors, Antoine, je ne sais pas, vous voulez préciser quelque chose sur l'indemnisation des entreprises ou pas? Non, sur l'indemnisation, mis à part ce que vous avez dit concernant donc ce niveau d'indemnisation, peut-être rajouter que concernant ces demandes, alors parfois on se heurte à des délais importants, mais le gouvernement s'est engagé quand même à verser l'indemnisation très rapidement dans le mois qui suit la déclaration d'activité partielle. Il ne faut pas oublier que vous allez faire une déclaration tous les mois du nombre d'heures et normalement, dans les 10 jours qui suivent, l'agence de service des paiements vous versera l'allocation qui correspondra aux heures déclarées. Alors, concernant vos démarches et les délais que vous avez pour accomplir ces démarches, il y a deux cas de figure. Le premier, si votre entreprise a moins de 50 salariés, vous allez devoir informer par écrit vos salariés de leur mise au chômage partiel. Et il faudra que vous, sur cet écrit, vous précisiez la durée prévisionnelle de l'activité, parce qu'on ne connaît pas encore son terme, et également le nombre de salariés concernés. Si jamais l'entreprise a un CSE, donc généralement c'est dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés, la procédure est différente. Vous avez une consultation obligatoire du CSE. Alors, le gouvernement a allégé les modalités. Donc, vous pouvez dorénavant solliciter l'autorisation de la directe pour le chômage partiel sans attendre l'avis de ce CSE. Donc, le CSE, c'est le Comité social et économique. Mais par contre, dans votre demande, vous devrez préciser la date prévue de consultation de ce fameux CSE. Et vous avez 2 mois pour communiquer à la directe l'avis de ce CSE. Alors, j'attire votre attention et Antoine complétera ce que je vais vous dire. Donc, pour rappel, et parce que malheureusement, vous n'êtes pas souvent dans les clous, toute entreprise qui a au moins 11 salariés doit être pourvue d'un CSE ou du moins être en possession d'un procès-verbal de carence en bonne et due forme et qui date de moins de 4 ans. Et à défaut, vous êtes en situation de carence fautive. Alors, il y a une tolérance à ce niveau-là au vu du contexte. Les entreprises qui sont en carence fautive vont pouvoir s'engager à organiser en fait les élections professionnelles dès que possible, dès que la suspension des processus électoraux sera levée. Donc, Antoine va préciser mes dires. Alors, concernant votre obligation en matière de CSE, il y a eu quelques tergiversations de la part des pouvoirs publics afin de savoir si toutes les entreprises
d'au moins 11 salariés devait produire la consultation du CSE pour bénéficier de l'activité partielle. Et cette semaine, donc, le gouvernement a publié, dans le cadre d'un question-réponse, cette information comme quoi seules les entreprises d'au moins 50 salariés devaient consulter le CSE pour bénéficier de cette activité partielle. Cette consultation, comme l'a rappelé Stéphanie, devant être produite dans les 2 mois suivant l'activité. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dès lors que vous employez au moins 11 salariés, vous avez une obligation de mettre en place le CSE. Cette mise en place peut aboutir soit à une carence, soit à l'élection d'un titulaire. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous vous exposez à une situation de délit d'entrave qui reste malgré tout répréhensible. Donc, par conséquent, même si on peut être rassuré pour les petites entreprises qu'il n'y ait pas d'obligation de consultation dans le cadre de l'activité partielle, il faut, dès la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est prévu normalement le 25 mai, s'attacher à mettre en place le comité social et économique au sein de votre entreprise. Alors, il faut savoir que la directe, elle dispose d'un délai de 2 jours maximum pour autoriser ou non le recours à l'activité partielle et qu'en l'absence de réponse sous 48 heures, ça vaut acceptation. La directe est obligée de motiver tout refus. Pareil, l'autorisation d'activité partielle, elle peut être accordée pour une durée de 12 mois. Bon, espérons qu'on n'en ait pas besoin. Et si jamais vous aviez prévu court et que vous aviez fait une demande d'activité partielle que pour 1 mois, vous pouvez tout à fait renouveler votre demande. Pareil, si vous ne l'avez toujours pas faite, il faut savoir que vous avez jusqu'à 30 jours à partir du début de l'activité partielle pour effectuer votre demande. Et évidemment, ça sera avec effet rétroactif. Par contre, j'attire votre attention, aucune demande rectificative n'est possible. Alors, pour aller plus loin, là, on va aborder, comme je vous le disais dans l'introduction, tout ce qui est arrêt de travail dérogatoire, notamment pour garde d'enfants, parce que vous avez été beaucoup concernés, et après, comment ça s'articule tout ça autour du chômage partiel. Donc, il faut quand même qu'on resitue le contexte. Avant qu'il y ait une fermeture des entreprises, il y a d'abord eu une fermeture des établissements scolaires et des crèches qui a contraint du coup un certain nombre de salariés à rester à domicile parce qu'il fallait bien garder les enfants. Il faut savoir que cet arrêt de travail pour garde d'enfants peut aller jusqu'à 21 jours et par contre, il faut remplir certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut avoir des enfants de moins de 16 ans. Cet arrêt de travail pour garde d'enfants ne peut concerner qu'un seul parent, c'est-à-dire un couple ne peut pas demander chacun un arrêt de travail, ce qui est logique. Normalement, vous devez être capable seul de garder votre enfant et pas avoir besoin de votre conjoint. Et d'ailleurs, on vous demande une attestation sur l'honneur. Et il faut également, pour en bénéficier de cet arrêt de travail pour garde d'enfants, il faut que l'entreprise ne soit pas en mesure d'accorder le télétravail à ses employés. Par contre, il est tout à fait possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents. Donc, une semaine, c'est un parent et la semaine, c'est l'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que c'est à l'employeur de télédéclarer l'arrêt de travail de ses salariés sur le site déclare.amelie.fr et que si jamais le besoin perdure au-delà des 21 jours, il sera tout à fait possible de renouveler l'arrêt. Concernant l'indemnisation quand on est en garde d'enfants, elle se fait sans délai de carence et sans condition d'ouverture de droit. Donc, en gros, vous percevrez, le salarié percevra des IJ, des indemnités journalières, au même taux que pour un arrêt maladie classique, et l'employeur va compléter, donc jusqu'à 90% de la rémunération brute les 30 premiers jours, et ensuite à hauteur de 66% les 30 suivants. Donc,
concernant cette articulation de l'activité partielle et de ces divers arrêts maladie, on vous a mis 3 cas de figure. Donc, le premier cas, c'est si le salarié est en arrêt de travail pour maladie, parce qu'il avait peut-être le Covid-19 ou la grippe, je ne sais pas, ou une gastro-entérite, avant la mise en activité partielle de l'entreprise. Il faut savoir que ce salarié, il va rester en arrêt maladie jusqu'à la fin de son arrêt, que du coup, ces indemnisations vont se caler sur les indemnisations de l'activité partielle, soit 70% du salaire brut. Et puis, à la fin de l'arrêt, naturellement, ce salarié va basculer en chômage partiel. Le deuxième cas de figure va être si le salarié est en arrêt dérogatoire pour garde d'enfants avant la mise en activité partielle de l'entreprise. Donc, on l'a vu, là, vous êtes des entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture totale dès le départ. Donc, du coup, l'arrêt de travail, il n'a plus lieu d'être. Donc, il est interrompu et le salarié va pouvoir passer en activité partielle comme ses collègues. Donc, l'employeur, il a simplement à signaler à l'assurance maladie la fin anticipée de l'arrêt. Si jamais il veut attendre la fin de l'arrêt, c'est tout à fait possible. Une fois que l'arrêt se termine, on bascule en activité partielle. Et comme vous pouvez vous en douter, la prolongation ou le renouvellement de l'arrêt est impossible. Et enfin, le dernier cas, c'est si le salarié qui, lui, est en activité partielle, tombe malade, chope le Covid-19 ou autre. Alors, à ce moment-là, l'activité partielle, elle s'interrompt jusqu'à la fin de l'arrêt maladie. Et pareil, les indemnisations sont ajustées sur l'indemnité de chômage partiel, soit 70% du salaire brut. Donc là, je sais qu'Antoine va vouloir préciser mes dires. Alors, sur l'articulation entre l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfants et l'activité partielle, on a beaucoup vu, on a beaucoup entendu à ce sujet parce que, bien évidemment, on se posait la question de savoir quel était le dispositif le plus favorable, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Il faut revenir un petit peu à l'origine de cet arrêt pour garde d'enfants. La raison en était que les établissements étaient fermés et qu'il n'y avait pas de moyen de garde possible. Ce n'est pas parce que le salarié était en arrêt maladie. Donc, on a fait supporter à l'assurance maladie, en quelque sorte, l'absence du salarié, ce qui permettait donc de dégager l'entreprise de ses obligations. Mais donc, depuis maintenant 3 semaines, on sait à peu près comment cela s'articule. Donc, bien évidemment, seul le salarié qui ne peut pas être en télétravail et qui n'a pas d'autres moyens de garde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un conjoint à la maison, peut bénéficier de cet arrêt. En revanche, si l'entreprise est fermée, ce qui est votre cas à vous, à la fin de l'arrêt maladie pour garde d'enfants, soit 14, soit maintenant 21 jours, il ne pourra pas renouveler cet arrêt, il devra basculer en activité partielle. Et dernier point, par rapport au cas numéro 3 qui vous est présenté, là aussi, bien évidemment, un arrêt maladie, l'employeur a une obligation de maintien de salaire, mais dans la limite de ce que le salarié aurait pu continuer de percevoir s'il avait été en activité. Or, comme l'entreprise est fermée, tout salarié ne perçoit pas plus que 70% de son salaire brut, ce qui veut dire qu'en plus des indemnités journalières, le complément que vous allez devoir lui verser sera également limité à 70% du salaire brut. Donc, il ne touchera pas plus dorénavant. Alors, concernant donc les préconisations, j'attire vraiment votre attention. Ce qu'on vous dit aujourd'hui avec Antoine n'est pas forcément vrai demain, même si ça a déjà beaucoup changé. Donc voilà. Mais voilà, le dispositif n'est pas complètement stabilisé. Donc, soyez bien vigilants. Donc, on a envie de vous conseiller, déjà, dans vos recours au chômage partiel, motivez bien vos demandes. Ne faites pas juste apparaître comme circonstance coronavirus et c'est tout. Étayez, expliquez, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez, je ne sais pas, joindre vos tickets de caisse, ainsi de suite, pour montrer qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires ou autre. Donc ça, vous êtes fermé, donc forcément, vous n'avez pas ce problème-là, mais si demain, vous réouvrez et que l'activité repart doucement et que vous avez besoin de recourir à l'activité partielle, par exemple,
voilà, il faudra étayer en disant bah, le client n'est pas au rendez-vous, donc ça repart progressivement. J'ai besoin de mettre une partie de mon activité au chômage partiel. Pareil, prévoyez large, hein, couvrez suffisamment de salariés dans vos demandes et pareil, voyez loin, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, vous pouvez demander une date de fin au 30 juin et puis après, bah, si ça se termine plus tôt, tant mieux et vous ferez arrêter la mise au chômage partiel. Antoine, je vous laisse conclure par quelques mots. Alors oui, en conclusion, c'est vrai que après l'état de sidération dans lequel nous a jeté un peu cette crise, il faut maintenant se projeter, c'est-à-dire que on a mis en place toutes les mesures permettant à l'entreprise de survivre pendant la crise, notamment une entreprise qui est en fermeture totale. Mais maintenant, il faut envisager la reprise. Alors, on sait que cette reprise va venir. Quand exactement? Pour l'instant, personne ne le sait. Mais ce dont on est sûr, en revanche, c'est que la reprise va venir au fur et à mesure. Donc, il faut maintenant mener une réflexion plutôt stratégique sur les différentes options qui s'offrent à vous. Et il faut préparer la reprise, il faut mettre en place ce prévisionnel d'activité, voir de quelle manière on peut tenir ses engagements financiers. Il ne faut pas se jeter à corps perdu sur toutes les mesures, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil, bien évidemment, auprès de vos comptables et conseils juridiques habituels pour pouvoir sereinement envisager cette fameuse reprise. Tout à fait, hein. Antoine a raison. Il faut vraiment que vous ayez une vision stratégique de votre entreprise aujourd'hui encore plus qu'avant, hein. C'est très important. Et d'ailleurs, sachez que nos 600 agences, experts comptables, avocats, collaborateurs sont mobilisés hein, pour vous accompagner au mieux pour traverser cette crise. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et vous pouvez également nous retrouver sur le site internet fiducial.fr. Il y a un dossier nommé coronavirus qui va vous traduire, retranscrire dans un langage compréhensible toutes les réglementations en vigueur, hein. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter. On vous remercie hein, pour votre attention et puis bon courage. Merci à vous, à bientôt.